l'attaque contre l'aéroport de Niamey, vous avez vu comment les médias français ont traité cette information. L'armée du Niger a abattu 22 terroristes sur le champ, interpellé plusieurs autres vivants et on déplorait la mort de 11 militaires du Niger. Quand le gouvernement a publié ce communiqué, RFI, France 24, Jeune Afrique, comment ils ont traité cette information? Au Niger, l'armée annonce la mort des 11 militaires. Donc, les 11 militaires nigériens tués là, on met ça en avant. Mais les 22 terroristes abattus et les dizaines interpellés vivants, on ne met pas ça en avant, on passe là-dessus. Troisième exemple, du 4 au 9 juillet, à Anefis, l'armée malienne a massacré près de 2000 terroristes. Près de 2000 terroristes. Et vous avez vu les images partout. Détruit des blindés, des pick-up, des armes sophistiquées, 300 motos. Aucun média français n'en a fait cas. Quelques jours après, ils ont parlé d'une embuscade contre l'armée malienne où une cinquantaine de militaires auraient péri. Ils se saisissent de ça pour inonder la toile. Mais quand tu analyses aujourd'hui la situation sécuritaire globale au Sahel, il y a au moins 4 constats qui se dégagent. 4 constats. Au moins. Le premier constat, ça c'est l'affaiblissement des capacités opérationnelles des groupes armés. Le 25 avril, 12 000 terroristes et mercenaires financés par des États et équipés ont attaqué le Mali. Ils en ont perdu des milliers. C'est le lieu pour moi de prier pour le repos éternel de toutes les victimes civiles et militaires de ces agressions, dont l'illustre ministre de la Défense, le général d'armée, Sadio Kamara, qui a tout mon respect ici. Sa mémoire sera honorée, c'est un serment. Le 4 juillet, ils sont revenus à la charge, à Anefis, à Kona, et ils ont perdu à Anefis près de 2000 combattants, à Kona 200 combattants et d'autres endroits attaqués simultanément. Dans les attaques contre l'aéroport de Niamey, ils ont aussi laissé toutes leurs plumes. Puis au Burkina Faso, vous avez vu un seul jour plus de 400 terroristes envoyés en enfer. Donc aujourd'hui, les capacités opérationnelles de ces organisations terroristes, qui sont autre chose que les chiens de guerre de l'impérialisme français, sont considérablement affaiblies, même si les États parrains sont toujours déterminés à renforcer leur capacité de combat afin de préparer d'autres coups contre nous. Le deuxième constat, ça c'est la confirmation de la suprématie militaire des États du Sahel. Ces différents événements sécuritaires, des attaques coordonnées, simultanées au Burkina, au Niger, au Mali, confirment une seule chose, la suprématie militaire de nos États, qui est aussi la résultante du rejet de certains partenariats nuisibles. Le partenariat avec le bloc occidental. Et le résultat de la coopération exemplaire avec
des pays comme la Chine, la Turquie, la Russie, qui a une présence militaire, notamment au Mali. C'est aussi la résultante de la nouvelle doctrine militaire adoptée par les États du Sahel pour s'adapter à la menace et aussi essayer de la neutraliser. Troisième constat, ça c'est des offensives militaires. Des offensives diplomatiques, pardon. Axe, réchauffement de l'axe diplomatique Alger-Bamako, au lendemain des victoires militaires du Mali. Renforcement également des liens bilatéraux entre Rabat et Bamako, sur fond de rivalité régionale entre Rabat et Alger. Et cette rivalité aussi a une influence sur l'évolution du conflit au Mali. Et parfois, ça contribue à la complexification de la résolution du problème. Il y a également des tractations diplomatiques assez poussées entre Washington et Bamako. Tractations diplomatiques entre Niamey et Alger, entre également la CEDEAO et l'AES, le tout, la reconfiguration de la CEDEAO face. Vous avez vu, la CEDEAO est en train de se reconfigurer, nouveau président en exercice, nouveau président de la commission, et également la perspective de l'opérationnalisation de la force en attente de la CEDEAO sur fond de méfiance entre AES et CEDEAO. Et c'est là aussi face à l'opérationnalisation de la force unifiée de l'AES qui trouve désormais un cadre juridique. Ça, c'est déjà très important. Tous ces palais diplomatiques ont pour leitmotiv la situation sécuritaire au Sahel. Nous avons comme quatrième et dernier constat la guerre informationnelle menée par les médias de la France-Afrique. RFI, France 24, Jeune Afrique notamment et TV5. Vous voyez 400 militaires, 400 terroristes abattus par l'armée du Burkina. Les médias français ont fait le blackout là-dessus. Mais, quand une fausse information a circulé, que les terroristes ont tué une dizaine de militaires burkinabés, cette information a fait la manchette des journaux français et était à la une de Jeune Afrique de France 24, et cette information revenait en boucle pendant plusieurs jours. C'est ça qu'on appelle le silence stratégique. 400 terroristes massacrés par l'armée, on n'en parle pas. Ce n'est pas digne d'être connu. Ce n'est pas une priorité dans l'agenda des médias. C'est ça qu'on appelle le... comment dirais-je? Il y a une théorie de la communication, le framing. C'est le framing. On préfère parler du nombre de militaires tués au lieu de parler du nombre de terroristes massacrés par l'armée. Parce que mettre en avant que l'armée du Burkina a massacré 400 terroristes en une seule attaque confirmerait la suprématie de l'armée du Burkina.
confirmerait la montée en puissance de l'armée du Burkina Faso et contribue comme effet psychologique à dissuader ceux qui sont tentés de s'engager dans le terrorisme. Parce que si les terroristes sont massacrés comme ça, 400 par jour, ça dissuade les recrutements. C'est ça l'effet psychologique de ces informations. Donc on préfère ne pas en parler. Mais une dizaine de militaires burkinabés tués, sans qu'on ne sache même si c'est vrai ou faux, parce qu'il n'y avait aucun élément probant derrière cette information, ils en ont fait la manchette de tous les journaux français et mis à la une des télés et radios de propagande. Donc, si on parle du nombre de militaires tués, cette information est de nature à discréditer les choix, l'approche sécuritaire du Burkina Faso, essayer de susciter les doutes dans les cœurs, démoraliser et affaiblir les soutiens populaires. Voilà les résultats, l'objectif est recherché par cette pratique journalistique. L'attaque contre l'aéroport de Niamey, vous avez vu comment les médias français ont traité cette information. L'armée du Niger a abattu 22 terroristes sur le champ, interpellé plusieurs autres vivants et on déplorait la mort de 11 militaires du Niger. Quand le gouvernement a publié ce communiqué, RFI, France 24, Jeune Afrique, comment ils ont traité cette information? Au Niger, l'armée annonce la mort des 11 militaires. Donc, les 11 militaires nigériens tués là, on met ça en avant. Mais les 22 terroristes abattus et les dizaines interpellés vivants, on ne met pas ça en avant, on passe là-dessus. Troisième exemple, du 4 au 9 juillet, à Anefis, l'armée malienne a massacré près de 2000 terroristes. Près de 2000 terroristes. Et vous avez vu les images partout. Détruire des blindés, des pick-up, des armes sophistiquées, 300 motos. Aucun média français n'en a fait cas. Quelques jours après, ils ont parlé d'une embuscade contre l'armée malienne où une cinquantaine de militaires auraient péri. Ils se saisissent de ça pour inonder la toile. Ça revient en boucle à la une des différentes éditions de la télévision, de la radio RFI. Et ça fait la manchette de Jeune Afrique qui revenait régulièrement, peut-être 2 fois par jour, sur ça. L'objectif de cette pratique journalistique était quoi? D'un côté, faire oublier la catastrophe subie par les terroristes à Anefis. Essayer de remonter un peu leur mémoire, leur morale, et aussi tenter de discréditer l'État du Mali. Vous voyez là où les terroristes ont perdu, avec 2000 morts, une dizaine de blindés, une centaine de pick-up armés et 300 motos. Là où ils ont perdu de cette façon, par la communication, ils essaient d'inverser la situation à travers l'effet psychologique de ces attaques. L'effet psychologique. Ça, c'est très important. C'est pourquoi le terrorisme est à la fois psychologique et politique. Toutes les actions militaires, administratives, doivent s'inscrire aussi dans ces 2 sièges. La recherche de l'effet psychologique de chaque action
la perception des actions et des événements et des discours, la perception par les populations, la perception des acteurs et l'aspect politique. Qu'est-ce qu'on gagne politiquement dans telle ou telle action, dans telle ou telle offensive, dans tel ou tel système défensif? C'est très important. Le terrorisme tourne autour de ces aspects. Donc, voilà que les partenaires, vous avez vu, j'ai envie aussi d'attirer votre attention sur ça. Pourquoi les médias occidentaux préfèrent insister sur le terme mercenaires pour qualifier les partenaires de l'État russe, de l'État malien? Ce n'est pas une qualification neutre, c'est politiquement motivé, cette qualification. La qualification des acteurs est influencée par des logiques géostratégiques. Ce n'est jamais neutre. Insister sur que les partenaires d'un État souverain, les partenaires stratégiques d'un État souverain, les désigner comme des mercenaires. Vous savez ce que ça veut dire? Et quel est l'effet psychologique recherché? Ça veut dire que cet État n'est pas légitime parce qu'il n'est pas soutenu par le peuple, il n'est pas soutenu par l'armée, mais par des mercenaires venus de l'extérieur. Tel est l'effet psychologique recherché par ce narratif. Ce n'est pas neutre et c'est très dangereux. Si vous vous rappelez, c'est de cette façon qu'ils ont diabolisé Kadhafi. Quand ils disaient que, quand ils ont provoqué la révolte à Benghazi, ils ont dit que l'armée de Kadhafi, accompagnée par des mercenaires noirs, sont en train de massacrer les populations. Et aujourd'hui, toutes les enquêtes, et même ceux qui ont fabriqué ces mensonges, ils sont sortis aujourd'hui pour témoigner en fait que ce n'était pas vrai, quoi. Après avoir massacré 300 000 Libyens, innocents Libyens, démanteler l'armée complètement, mais ils continuent de piller le pétrole, hein. Pendant que les Libyens s'entretuaient, soi-disant liberté, démocratie, Kadhafi est dictateur, ils s'entretuent. Les vrais assassins du peuple de la Libye sont ailleurs. Ils attendent que vous finissiez de vous entretuer et après ils viennent récupérer votre pétrole. Les Libyens vivaient mieux que les citoyens des États-Unis en termes d'indice de développement humain. Ils ont dit non, c'est pas ce qu'il vous faut. Il vous faut la liberté, il vous faut la démocratie. Le peuple en a marre de la dictature. Et voilà, les gens ont dit Abba Kadhafi, vive la démocratie, vive la liberté. Ok. Le dictateur est tué avec sa famille. On met à la place quoi? La liberté n'est pas venue. La démocratie non plus. Il n'y a plus d'État. Les différentes régions de la Libye sont toujours partagées entre les groupes armés. 2 gouvernements, 2 parlements. Les massacres continuent. Pendant ce temps, les Occidentaux, le pétrole qui appartenait exclusivement au peuple libyen est en train d'être exploité par ceux qui étaient venus aider le peuple libyen. Les aider non pas avec le pain, avec des médicaments, mais avec des bombes, des tonnes de bombes qu'on déversait sur eux quotidiennement. Vous voyez les résultats aujourd'hui? Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Pour revenir au discours de notre capitaine, je vous ai dit que ce discours vaut un cycle universitaire. Je vais expliquer. C'est-à-dire qu'il a fait un diagnostic complet
des malheurs de l'Afrique et de l'Africain. Le processus de dépersonnalisation de l'Africain, il a fini de l'expliquer. Mais avant cela, je vais vous lire 2 citations. Mais au cours de l'analyse des propos du capitaine, je reviens encore à ces 2 citations pour les mettre en contexte. Je commence par une citation de l'éminent historien qui est une référence en matière d'histoire africaine, qui était animé d'une vision panafricaniste, qui était animé du souci de rattacher l'Africain à ses origines. Je vais parler d'un grand monsieur aujourd'hui, Joseph Kizerbo. Malheureusement, peu de nos jeunes le connaissent. On connaît Céline Dion, on maîtrise ses chansons par cœur. On connaît Lil Wayne, dont la chanson même est difficilement compréhensible, même par les natifs américains. On le connaît en Afrique. On maîtrise ses chansons par cœur. On ne connaît pas Joseph Kizerbo. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a écrit. Pourtant, une université à Ouagadougou porte son nom. Rares sont les jeunes qui sont de la génération assez mature qui connaissent Joseph Kizerbo. Mais la jeunesse, comment vous voulez que on aille de l'avant? Pourtant, faites ce constat, tous les jeunes de l'espace du Sahel, je préfère cette délimitation géographique, sont connectés à Internet. Ils peuvent passer par 24 heures. Certains peuvent passer 18 heures sur leur téléphone. Ils ne sont jamais déconnectés. Quand ils quittent Facebook, ils vont sur WhatsApp. Après là-bas, ils viennent sur Telegram. Après là-bas, ils vont aller voir, ah, qu'est-ce qu'il y a sur Instagram? Après, ils vont sur YouTube. Pendant ce temps, tu fais 10 heures comme ça par jour, minimum 10 heures. Ça veut dire que chaque jour, toi, tu consacres 10 heures à la vie virtuelle. À la vie virtuelle. Ce temps pouvait être consacré à la réflexion, à la recherche. Comment faire avancer mon pays? Comment fonder une entreprise? Me développer? Lutter contre le chômage? Assainir mon secteur, sécuriser mon pays. Mais tu passes tout ce temps dans le virtuel, en déphasage parfois avec la réalité. On passe plus de temps dans les nuages que sur la terre. Pendant ce temps, les autres sont en train d'avancer. Donc, Joseph Kizerbo dit ceci, je me permets d'en donner lecture, je cite, « À moins d'opter pour l'inconscience et l'aliénation, je répète, à moins d'opter pour l'inconscience et l'aliénation, on ne saurait vivre sans mémoire, ni avec la mémoire d'autrui. Or, l'histoire est la mémoire des peuples. » En français facile, Joseph Kizerbo veut te dire ceci. Sauf si tu es un inconscient ou bien si tu es un aliéné.
Sinon, aucun peuple ne peut vivre sans la mémoire. La mémoire, là, c'est le souvenir des événements passés qui ont un lien, une continuité, un continuum dans le présent et qui déterminent l'avenir. C'est ça la mémoire d'un peuple. Posez la question aux Africains d'où ils viennent. Posez la question aux Africains sur leur grandeur d'antan. Qu'est-ce qui a fait que l'Égypte noire était grande? Cheikh Anta Diop a démontré face aux savants venus du monde entier, il a démontré que l'hellénisme, la civilisation grecque, qui est une référence de la civilisation et de la connaissance du monde occidental. L'Occident pense que l'origine de sa civilisation, de sa science, c'est la Grèce antique. Mais Cheikh Anta Diop, un Sénégalais, devant les savants du monde entier, a démontré de manière péremptoire que cette civilisation helléniste de la Grèce antique dont l'Occident parle et qui constitue une gloire pour eux, s'est pourtant inspirée de la civilisation antique de l'Égypte. Et que la civilisation de l'Égypte est antérieure à cette civilisation de la Grèce antique. Et cette civilisation égyptienne est fabriquée par un peuple noir. Il a démontré scientifiquement, personne n'a réussi valablement à mettre en cause sa thèse. Ouf! Il faut balayer Cheikh Anta Diop. Vous savez, quand Thomas Sankara a fondé l'Institut des peuples noirs, le camarade président Ibrahim Traoré m'a fait l'honneur de me nommer dans le conseil d'orientation de cet institut. Thomas Sankara l'avait créé en 1987. Non, je crois en 85, je ne me rappelle plus la date exacte. Vous savez à qui Thomas avait remis la clé de cet institut? Cheikh Anta Diop. Les Burkinabés, soyez fiers de vous. Parce que dans les années 1980 déjà, Thomas Sankara était déjà conscient qu'il faut faire venir au Burkina les savants africains dédiés à la cause de l'Afrique, s'ils ne sont pas valorisés par les dirigeants de leur pays assujettis à la France. Il a remis les clés de cet institut. Il a voulu donner à Cheikh Anta Diop l'instrument politique qui manquait à sa lutte pour que l'Afrique puisse accéder à la science. Si on accède à la science, on accède au développement et à la puissance. C'est en ces termes qu'on pourra rivaliser avec les puissants du monde. C'est pour cette raison que l'Iran tient tête aujourd'hui à la superpuissance mondiale, les États-Unis. Parce que quand tu n'accèdes pas à la science, tu ne peux pas accéder à tout ce que vous voyez aujourd'hui. Mais quand tu accèdes à la science, tu peux fabriquer les avions et tout ce que vous connaissez. C'est ce que l'Iran a fait. C'est pourquoi l'Iran fabrique aujourd'hui des drones qui parviennent à déjouer tous les systèmes défensifs les plus avancés pour aller frapper au cœur du dôme de fer.